Le caoutchouc est partout. On retrouve dans les applications du quotidien, dans la maison, dans l'industrie, mais aussi sur les terrains de sport, notamment sur un terrain d'athlétisme, où l'élément principal, qui est la piste, est un composé à base de caoutchouc. Il permet à l'athlète d'avoir du rebond, d'allonger sa foulée et de courir agréablement. Au niveau des chaussures, elles qui amortissent la foulée pour éviter aux sportifs de se blesser, pour lui apporter un confort dans sa course. Donc c'est deux des grandes propriétés du caoutchouc, l'élasticité et l'amortissement. Je suis chercheur sur les matériaux polymères et plus particulièrement sur les matériaux élastomères au sein du laboratoire et mécanique et aérologie et plus particulièrement au centre de recherche. Le CERMEL, c'est un centre d'études et de recherche sur les matériaux élastomères. C'est un centre qui est dédié pour favoriser les relations entre monde industriel et monde académique. C'est des centres qui ont été développés il y a une quinzaine d'années et qui sont plus particulièrement développés à l'université de Tours, qui en contient 6. C'est une plateforme technique et scientifique transversale qui donne des outils aux industriels et aux chercheurs pour travailler sur des thématiques scientifiques, et notamment ici sur ce centre-là pour travailler sur les polymères et plus particulièrement les élastomères. L'idée de ces centres-là, c'est de faire de la recherche amont, mais aussi de faire de la recherche appliquée, en mettant tout en sorte que ce soit au niveau de la disponibilité des machines, de la capacité à répondre rapidement envers les industriels, parce qu'effectivement le monde des industriels et le monde académique ont des vitesses totalement différentes. Les industriels ont besoin de nous parce qu'ils ont des problématiques sur des matériaux ou sur le développement de matériaux qu'ils ne peuvent pas faire en interne parce que pour développer un nouveau matériau, par exemple, ils n'ont pas les ressources humaines et ils n'ont pas forcément les ressources techniques et les machines pour faire ce développement-là. Ceci est une machine de fatigue qui permet de tester des pièces de manière cyclique. Donc comme on peut voir là avec le vérin, on va appliquer une sollicitation jusqu'à rupture de la pièce ou jusqu'à observer le phénomène voulu. La machine elle est composée d'un vérin, ici, alimenté par une pression de 200 bars fournie par notre groupe hydraulique dans une autre pièce. Et on a le capteur de force qui nous permet de lire la force appliquée sur l'éprouvette voulue par le vérin. On peut tester des chaussures, mais des éprouvettes normées ou toutes sortes de pièces, il suffit d'adapter le système. On peut sur ce type de plateforme avoir plusieurs industriels, plusieurs laboratoires, pas forcément des laboratoires de l'université de Tours d'ailleurs, qui travaillent sur un même sujet. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme qui met en commun et qui met à disposition des outils, des matériels et des compétences. On a des techniques actuellement qui sont en train d'être développées avec des caméras infrarouges où on diminue le temps d'essai à 2-3 jours. Donc on est bien dans l'axe d'économie d'énergie, de matière aussi. Un exemple typique de différentes propriétés qu'on peut retrouver dans les élastomères, c'est effectivement la chaussure de running. Parce que dans une chaussure de running, il y a différentes couches de caoutchouc qui ont des propriétés différentes. On va avoir une couche qui va être au contact du sol et qui ne doit pas trop s'abraser, qui doit amortir. On va avoir un caoutchouc à l'intérieur qui doit permettre d'avoir une certaine maintien, donc être mécaniquement, avoir des propriétés mécaniques importantes pour le maintien du pied. Et on va aussi avoir un caoutchouc qui va permettre l'amortissement, parce qu'effectivement, quand on court, on a besoin d'amortir pour qu'on n'ait pas les vibrations qui viennent dans le corps. Mais c'est toujours une balance, il ne faut pas que ça amortisse trop, parce qu'il faut quand même que l'énergie qu'on donne en appuyant sur le sol soit restituée en partie pour qu'on puisse avancer. L'exemple, c'est comme si vous courez dans un bac à sable, c'est très amortissant, mais du coup l'énergie que vous donnez quand vous courez, elle n'est pas restituée et donc vous n'avancez pas. Donc c'est ça, c'est toujours une balance entre amortissement et restitution de l'énergie. Voilà, la chaussure est vraiment un exemple typique de ce qu'on fait dans le caoutchouc. Une caméra thermique, ça va pouvoir nous permettre de mettre des couleurs sur les différentes températures. La semelle, elle est soumise à un effort, elle va dissiper de l'énergie sous forme de chaleur et donc à ce niveau-là, elle va s'échauffer.
Ici en vert, à 23 degrés, qui est la température de la pièce qui est climatisée, on a l'avant de la chaussure. L'avant de la chaussure ne travaille pas, donc elle reste à la température de la pièce, qui est normale. Et ici, en rouge et en jaune, l'arrière de la chaussure qu'on sollicite. En jaune, à 24 degrés, la partie blanche ici de la semelle qui travaille. Et en rouge, ici, à 25 degrés, le gel amortissant qui, pour amortir, dissipe l'énergie sous forme de chaleur. Et donc, on a cette différence de 2 degrés entre l'avant de la chaussure qui ne travaille pas et le gel amortissant. Les premiers à avoir utilisé le caoutchouc, ce sont les Incas et les Mayas, qui dans leurs applications de tous les jours l'utilisaient pour faire des balles, pour faire des gilets par flèche, des éléments pour aller sur les vêtements pour être imperméables à l'eau, etc., etc. Notamment même ils l'utilisaient pour des raisons médicinales ou des raisons magiques ou religieuses. Donc voilà, donc c'était un élément, un matériau important pour les Mayas. Et donc le nom dans leur langage qui leur avait été donné était caoutchouc, bois qui pleure, en référence au fait que pour obtenir ce matériau-là, il fallait faire une saignée sur les arbres, les EVA, où ils récoltaient la sève et qui coagulait après pour donner en fait les balles, les éléments, les matières en caoutchouc. Le caoutchouc naturel, on le récupère de l'arbre et on le fait coaguler, on le broie, on le lave, on le nettoie et on peut en faire donc des pâtes, hein, comme ce type de pâte-là, hein, voilà, qui sera utilisé par la suite. Et une fois qu'on a obtenu cette pâte-là, on le mélange avec différents éléments qui permettent de leur donner ce qu'on retrouve dans la vie courante, des courroies, des balles, etc., etc. Il y a la deuxième façon d'obtenir un caoutchouc, c'est le caoutchouc synthétique. Le caoutchouc synthétique, c'est juste une fabrication chimique où on vient rabouter des molécules, des petites molécules de carbone et d'hydrogène, les unes avec les autres, pour fabriquer un polymère. Les monomères, ce sont donc des molécules qui sont raboutées les unes avec les autres sous l'action de la polymérisation, et ça crée des polymères. Les élastomères sont une famille des polymères. Alors si on peut donner un exemple, on va voir effectivement ici on a un caoutchouc naturel et ici on a un caoutchouc synthétique. On voit bien qu'il y a une différence de teinte qui est liée au fait que dans un caoutchouc naturel, c'est une matière vivante, donc il y a des protéines, il y a tout un tas d'éléments qu'il n'y a pas dans un caoutchouc synthétique, et c'est ce qui donne un peu les différences de teinte notamment. Un caoutchouc, ça se fabrique comme si on faisait un gâteau. La recette, c'est d'abord la gomme de base, hein, c'est-à-dire le caoutchouc, enfin le polymère, hein, donc, que ce soit du caoutchouc naturel ou du SBR, du silicone, peu importe, auquel on rajoute ce qu'on appelle des charges. Alors des charges, ça peut être du noir de carbone, ça peut être de la craie, il y a tout un tas ça peut être de la silice, il y a tout un tas de charges qui existent. Elles sont faites là pour soit diluer et faire de plus grandes quantités de caoutchouc, mais avec des propriétés mécaniques moins importantes, soit justement pour renforcer le matériau et avoir des propriétés beaucoup plus importantes. Après, on peut rajouter des huiles ou plastifiants qui vont aider en fait au mélangeage, qui vont permettre que le matériau se mélange mieux, que les ingrédients s'incorporent mieux dans le mélange. Et aussi selon le process que ça permet de fabriquer des pièces un petit peu plus facilement. Après, il y a le système de vulcanisation. Alors la vulcanisation, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est quand on a par exemple deux spaghettis, la vulcanisation, c'est la création d'un pont entre ces deux spaghettis, ou alors le gruyère qui s'attache entre les deux spaghettis et qui va créer en fait un réseau tridimensionnel qui va permettre de donner des propriétés aux matériaux. Donc ça peut être par exemple du soufre, c'était initialement la matière l'atome qui permettait de la vulcanisation, mais ça peut être le peroxyde, enfin il y a différents éléments qui peuvent permettre de vulcaniser le matériau. Donc là on crée vraiment le réseau tridimensionnel. Je vous présente une expérience avec différents types de mousses issues de semelles orthopédiques. Ces mousses vont illustrer les différentes propriétés des élastomères.
On a des mousses rigides, on a des mousses souples, on a différentes épaisseurs, on a différents différentes densités alvéolaires. Donc les alvéoles, c'est de l'air qu'on a injecté dans le matériau pour créer des petites bulles et c'est ce qui donne cet effet de mousse. Et donc, suivant tous ces paramètres, on va avoir des comportements mécaniques bien différents. Soit ça va amortir, soit ça va être élastique. Pour illustrer ce propos, on va prendre une bille qu'on va lâcher sur les semelles pour voir comment elles se comportent et on va les lâcher d'une hauteur de 50 cm pour que ce soit comparable et qu'on ait la même vitesse d'arrivée sur la mousse. Cette expérience va directement illustrer le comportement des chaussures de running puisque suivant le type de mousse ou le type d'élastomère qu'on va avoir dans la semelle, on va avoir des semelles plus ou moins amortissantes et de ça va dépendre le confort du coureur et c'est aussi variable suivant le prix de la chaussure. Lorsque l'on court, on transmet une énergie à la semelle qui se transforme en chaleur, c'est l'effet amortissant. Je vais lâcher la bille de 50 cm et puis on va voir en fonction des mousses le nombre de centimètres que la bille va faire en remontant. Donc première éprouvette. La bille elle a amorti, elle a remonté de quoi? 2 cm maximum. On va voir avec le deuxième échantillon, le bleu. Le deuxième échantillon a beaucoup moins amorti puisque la bille est remontée à peu près à 7-8 cm. On a multiplié presque par 4 le rebond. Échantillon suivant. Alors lui, pareil que l'échantillon rouge, on a tout amorti, c'est remonté à 2 cm maximum. Échantillon vert. L'échantillon vert, c'est un peu entre l'échantillon bleu et l'échantillon rouge. On est remonté à peu près à 5 cm. Donc il amortit entre les deux. L'échantillon noir, le plus rigide. Troisième. Voilà, l'échantillon noir, il a à peu près rebondi à 10 cm. C'est le plus rigide et c'est celui qui amortit le moins. Ça semble assez logique. Et le dernier échantillon. Alors, lui, ça a l'air d'être celui qui amortit le plus. Il n'y a vraiment eu aucun rebond. On n'est même pas monté au niveau des 2 cm. Alors, un élastomère, c'est plutôt le terme générique pour l'ensemble des matériaux élastomères. Bon, mais par abus de langage, caoutchouc et élastomère, c'est la même chose en fait. Caoutchouc, à la base, c'est le caoutchouc naturel. Et les élastomères, c'est l'ensemble de la famille, les caoutchoucs synthétiques et les caoutchoucs naturels. Il y a plusieurs types de polymères, on va classer ça sous trois grandes classes, dans la famille, les thermoplastiques, les thermodurs ou thermodurcissables et les élastomères. Les thermoplastiques, c'est des chaînes moléculaires en général linéaires ou qui peuvent être branchées, c'est-à-dire qu'on peut avoir des molécules qui partent hors de la chaîne principale. Les thermodurs, ce sont des polymères avec des ponts entre molécules. Et les élastomères, c'est comme un thermodur, sauf que le nombre de ponts est beaucoup plus faible. C'est un peu comme si, pour donner un exemple, un polymère, c'est un plat de nouilles. Et si on tire sur ce plat de nouilles ou si on essaie de tirer dessus, ça va se défaire facilement. Et un élastomère ou un thermodur, par exemple, c'est comme si on rajoutait du gruyère dedans, qu'on est un peu chauffé, et qu'on crée en fait une sorte de liaison entre les spaghettis, et qui fait que ça donne une cohérence ou une caractéristique un peu plus forte en termes de propriétés mécaniques. À l'intérieur de chaque famille, il y a différents composés chimiques. Il existe différents types de caoutchouc ou élastomères. Caoutchouc naturel, de l'EPDM qu'on retrouve dans l'automobile, l'industrie automobile, parce qu'il tient bien aux huiles notamment et à la température. Il peut y avoir des caoutchoucs très spéciaux comme le silicone, qui lui n'est pas des chaînes carbonées mais des chaînes de silicium, donc c'est pas organique mais c'est minéral, d'où des meilleures tenues notamment en température. Il y a vraiment tout un tas de familles. Il y a des fluorocarbonés qui tiennent très bien aux huiles, qui tiennent très bien aux hautes températures. Et ça dépend un peu de l'application qu'on va avoir derrière.
Et ça dépend aussi du coût qu'on veut y mettre, hein. Par exemple, un caoutchouc assez classique comme le SBR, c'est 3 $ le kilo. Un FKM, ça peut monter jusqu'à 300 $ le kilo. Donc ça dépend vraiment de l'application. Les FKM, on les retrouve notamment dans l'aéronautique ou là où il y a besoin de température assez élevée. Par exemple, une des premières utilisations, c'était pour l'imperméabilité. Mais on s'est très vite rendu compte que les applications étaient nombreuses de par leur grande déformabilité. C'est-à-dire que c'est un matériau qui se déforme énormément, mais qui revient à sa même forme quand on le contraint plus. Donc ça, c'est intéressant parce que dans le cadre du ludique, quand on veut sauter à l'élastique, il vaut mieux avoir un caoutchouc qui se déforme. Ça permet d'amortir notamment le poids quand on saute. Et puis aussi, par exemple, sur des courroies, leur grande déformabilité permet des cinématiques intéressantes avec des cinématiques assez complexes. Et donc de s'intégrer plus facilement, par exemple dans des moteurs ou dans des éléments de ce type-là. Donc ça, grande déformabilité, c'est vraiment un des éléments essentiels parce qu'il n'y a aucun matériau qui se déforme comme le caoutchouc et en retrouvant sa forme initiale de départ. Il y a aussi ses propriétés d'amortissement. C'est-à-dire que le caoutchouc, quand on vient le solliciter, on lui donne une énergie et il va en restituer une partie. Bon, vu que toute énergie, l'énergie mécanique se conserve, il faut bien que cette énergie parte en quelque part. Donc il y a une partie d'énergie qui est dissipée sous forme de chaleur et l'autre qui est restituée au matériau. Enfin, je peux prendre l'exemple d'un cylinder block ou d'un amortisseur ou d'un amortisseur antisismique. Il y a un séisme qui arrive, qui génère une vibration très forte qui passe dans le caoutchouc. Le caoutchouc va en transmettre une partie, mais il va en dissiper une autre partie sous forme de chaleur, ce qui fait qu'on atténue les vibrations de par ses propriétés d'amortissement. Donc pour ces propriétés d'amortissement, des amortisseurs, il y en a partout, dans les voitures, dans l'aéronautique. C'est une caractéristique vraiment importante. Bon, après, il y a des caractéristiques aussi d'étanchéité, de moulabilité, hein, qui permettent d'avoir des formes complexes et ainsi d'obtenir des pièces compliquées. Des joints automobiles, si vous regardez, c'est pas des formes très simples. Donc voilà, c'est un élément important. On a fait un essai sur une balle et on a posé à côté une autre balle. Les deux sont des balles débutants. Ici à gauche, on a la balle qui a été testée, donc qui s'est échauffée. Et à droite, on a la balle qui n'a pas été testée. Et maintenant, on va regarder la différence au niveau de l'écran pour voir les différences de température. On voit que la température de celle qui n'a pas été testée est environ de 22 degrés, alors que celle qui a été testée est aux alentours de 26 degrés. On a gagné 4 degrés le fait d'écraser la balle comme si on jouait au squash. On va regarder l'amortissement de la balle une fois qu'on a joué avec celle-ci. Ici, une balle qui n'a pas été utilisée, donc qui a une température de 23 degrés, elle ne s'est pas auto-échauffée. Et ici, une balle avec laquelle on a joué, donc sa température s'est élevée. Et du fait que sa température se soit élevée, elle va moins amortir puisque les caoutchoucs, lorsqu'on les chauffe, ils dissipent moins l'énergie, ils sont moins amortissants. Donc je vais les mettre à 50 cm et on va les lâcher en même temps. Maintenant qu'on a testé les balles débutants, on va tester la balle expert. La balle expert est censée beaucoup plus s'échauffer puisque elle permet un rebond plus faible et une vitesse de balle plus lente. Donc là, au départ, si on regarde, on a une balle qui est bleu ciel, on va dire. Ça nous amène à peu près à 22-23 degrés. On va voir jusqu'à combien elle va monter avec l'essai. Au bout de 5 minutes, on a arrêté l'essai. En bas, on a la balle débutant. En haut, on a la balle expert. Et on a regardé les différences de température, la répartition et l'auto-échauffement. Donc, rien que sur la température max, on peut voir une différence puisque là ici on est tout rose, ce qui représente à peu près 28,7 degrés. Et ici on n'a que du rose un petit peu en haut, ça représente 28 degrés. Donc on a une différence de 0,7 degrés sur 5 minutes entre la balle expert et la balle débutant. Ensuite, la répartition de cet auto-échauffement. On voit que l'auto-échauffement était beaucoup plus rapide
sur la balle Expert, puisqu'elle est quasiment remplie de rose, alors que sur la balle débutant, l'auto-échauffement était plus long. On a une balle qui est presque pas remplie de rose, qui est en jaune principalement, ce qui représente 26 degrés, donc 2 degrés d'écart par rapport à la balle Expert. On va lâcher les deux balles de squash de la même hauteur, 50 cm. Donc ici, la balle débutante avec le point bleu et ici, la balle experte avec les points jaunes. L'avantage dans les élastomères, c'est comme on l'a dit, c'est qu'ils sont déformables, qu'ils ont des propriétés d'amortissement et aussi, donc on peut faire vraiment des pièces très petites ou des pièces grandes. Là, on peut partir d'un pneu, d'un énorme engin de chantier jusqu'à une pièce qu'on met dans des pompes cardiaques qui va servir à faire le flux sanguin Et l'avantage de certains élastomères, comme le silicone, c'est qu'ils sont compatibles au niveau santé et au niveau alimentaire. Donc on peut le mettre dans un corps humain. Un vrai verrou et une vraie ambition au niveau du recyclage, c'était d'être capable de dévulcaniser et de refaire des pièces à l'identique comme initial. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la régénération, c'est-à-dire qu'on broie du caoutchouc qu'on a utilisé par exemple dans les pneus et on l'utilise pour fabriquer par exemple des tapis de jeu ou pour des jeux d'enfants qu'il y a à l'extérieur qui n'ont pas besoin d'avoir des propriétés mécaniques importantes. Voilà un des éléments. Alors il y a différents types de dévulcanisation qui peuvent être la dévulcanisation au micro-ondes, la dévulcanisation au fluide supercritique, au CO2 supercritique, pardon, ou alors des choses qui sont encore plus amont via des bactéries qui permettraient de venir croquer le soufre et de aussi casser ces liaisons entre molécules. Il existe aussi en développement des caoutchoucs auto-cicatrisants qui vont permettre, quand on a une déchirure sur le caoutchouc, de se cicatriser de par lui-même. Ça, c'est des choses qui sont aussi dans les tuyaux. Et aussi des caoutchoucs qui peuvent servir de rôle de capteur. Ça commence à exister. Un exemple typique, c'est sur les vélos électriques à assistance au pédalage. Un caoutchouc sera mis sur le pédalier. Et selon l'effort appliqué et selon sa déformation, il enclenchera en fait l'aide au pédalage ou pas. Donc c'est des applications innovantes qu'on peut retrouver dans les élastomères.